des sciences historiques qui ont utilisé beaucoup le calcul, comme le climat, l'astrophysique, la cosmologie, la chimie, les matériaux. Mais on commence à le rencontrer aussi actuellement dans les nouvelles sciences qui s'intéressent au HPC ou à l'usage du HPC, comme les sciences humaines et sociales, que ce soit l'archéologie, que ce soit l'économie, que ce soit la simulation de phénomènes comportementaux au niveau individuel ou au niveau groupe. Donc on a de grosses évolutions et il faut s'attendre à l'arrivée de nouveaux types de projets faisant appel au HPC. C'est déjà le cas, y compris à des niveaux européens. Les sciences du vivant également. On s'attend là à une explosion absolument énorme de la demande. C'est en gestation, il se passe pas mal de choses et je pense que dès qu'on aura bien discuté entre communautés pour voir l'évaluation du besoin, on devrait s'attendre là aussi à une demande majeure. Dans le cadre de l'innovation, il y avait déjà beaucoup de développement autour de l'automobile, de l'aéronautique. La pharmacologie reprend avec l'arrivée de nouvelles molécules et des possibilités de simulation vraiment amplifiées. Mais surtout, c'est les deux derniers secteurs qui de nouveau subissent un boost. L'exploration pétrolière avec la simulation des gisements. On est toujours bien sûr avec le problème de la crise de l'énergie. Il faut vraiment optimiser les demandes. Et surtout, le dernier, la médecine personnalisée, qui là, je peux vous dire, intéresse tout le monde, pas simplement au niveau national, européen, bien sûr au niveau mondial, avec des besoins amplifiés qui feront appel aussi à beaucoup d'interdisciplinaires, puisque comme on peut s'en douter, ça fera appel aussi bien à chimie, biochimie, médecine, que comportement, que des sciences plus dures à la base derrière au niveau instrumentation pour préparer les éléments de diagnostic. Non des moindres aussi, une accélération de la demande de HPC autour de l'aide à la décision. Alors on peut l'illustrer récemment, vous avez entendu parler bien sûr de tous les problèmes d'ouragans, de tornades, de simulation d'événements extrêmes, mais déjà également dans l'aspect risque naturel, il y a de plus en plus de demandes au niveau du sismique, on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure par nos collègues précédents, notamment au niveau du Japon, mais également pour des simulations au niveau de la progression de tout ce qui est pollution dans les impacts industriels ou des risques, comme les épidémies, que ce soit Zika ou autre, et donc c'est la notion de urgent computing qui prend de plus en plus d'importance. Et malheureusement aussi la notion de sécurité, pas simplement la cybersécurité, mais la sécurité tout court, protection des populations, dans un cadre actuel de terrorisme, je pense qui, hélas, parlera à tout le monde. Alors, juste une illustration sur quelques points aussi de cette convergence HPC et data avec l'explosion des données. Alors c'est pas tout à fait nouveau, parce que déjà il y avait eu le projet Deus en cosmologie qui avait craché déjà près de 150 pétas qu'il avait fallu traiter en ligne pour les réduire. Actuellement, je vous parlais de tout ce qui est analyse de gisements. On a la modélisation des modèles la modélisation des réservoirs amène jusqu'à de l'ordre de 350 terabytes par run, donc ce qui est absolument énorme, qu'il faut manipuler, traiter. On a une explosion dans le secteur du climat. On vient de traiter les aspects CMIP5 où il y avait à peu près 1,8 pétabytes. Déjà CMIP6, on a un facteur 20 et CMIP7, on s'attend à des facteurs 50 avec de l'ordre de 90 pétabytes à stocker. Donc vous voyez une explosion des données avec également un point important, c'est que non seulement il faut prendre ces données, les traiter, les reprendre, les redonner, les resimuler, et donc vous avez un échange permanent. Ça veut dire que le HPC et les data, c'est complètement entrelacé et il n'y a plus vraiment de frontières strictes. Alors, ces données, je les ai illustrées. On aurait pu les illustrer avec les grands télescopes qui vont apparaître en radioastronomie comme l'OFA et surtout SCA. Au niveau de tout ce qui est spatial, on a comme les manips Copernicus avec les services, ou encore au niveau des manips en cosmologie comme l'SST Euclide sur la recherche de matière noire. Un point important, l'IoT, les réseaux de capteurs, bien évidemment, là, je dirais c'est l'inconnu, mais en étant sûr d'une chose, c'est qu'il y a un plancher, ça va être énorme. Là aussi, ça va être l'avalanche de données à traiter, à prendre en compte, et des besoins non seulement pour manipuler ces données, les traiter, les analyser, faire des quick looks, avoir des aspects visualisation qui vont faire appel, encore une fois, à la puissance du calcul. Alors, j'ai déjà parlé d'un certain nombre de sujets. Je voudrais attirer l'attention aussi sur l'arrivée du sujet Exascale, qui est dans toutes les bouches, qui fait le buzz sur tout le web. L'exascale, pourquoi? Alors, je vais illustrer juste sur 2 points. Un exemple dans les sciences de la vie.
c'est l'interaction entre les protéines et les médicaments. Vous savez que si on veut faire des simulations, si on veut faire des tests, des cas tests, c'est très long. Dans le secteur médical, mettre un médicament sur le marché, ça peut prendre près d'une dizaine d'années, voire plus. C'est complexe. De plus en plus, il y a des risques. Il y a même des risques juridiques, puisque de plus en plus, la société attend des résultats. Et donc, pouvoir simuler les mutations des systèmes, pouvoir simuler sur près de 200 000 atomes un certain nombre de variantes, je dirais, dans le confort de son laboratoire, à distance, en interagissant, en pouvant accéder à des données qui auront été processées, c'est quand même mieux que de pouvoir passer des années de tests et bien sûr pouvoir en tester beaucoup moins, parce qu'on n'a pas la capacité. Donc ça, c'est un secteur pour lequel on va avoir beaucoup de développement. Et ce secteur-là, de par les premiers contacts, va se développer de plus en plus et devra nécessiter certainement des machines de type exascale. Une initiative du ministère de la Recherche est en cours là, sur le début 2018 pour faire un recensement des besoins dans tout ce qui est numérique au sens large, et dont bien sûr la partie aussi HPC. Et c'est un secteur qui sera certainement en discussion avec nos amis des sciences de la vie. Un autre secteur, pour prendre la recherche industrielle, et je parle bien de recherche ici, c'est autour de l'énergie, c'est la simulation par exemple multiphysique d'un réacteur nucléaire. Le fameux Digital Twin qui commence à être dans toutes les bouches là aussi au niveau développement. De la même manière qu'on aurait pu avoir le Digital Twin pour un avion, le Digital Twin pour d'autres dispositifs, on se dirige lentement mais sûrement vers ce genre d'applications qui vont nécessiter de la recherche au départ, avant de passer dans les phases de production. Vous avez d'autres exemples mais que je ne vais pas détailler ici. Alors, au niveau vous savez que l'émission de Gen 6, c'est bien évidemment de pouvoir permettre aux scientifiques d'utiliser donc des moyens le plus possible dans les standards du moment et le plus possible à la pointe. Donc on s'y emploie jour après jour. On a équipé là depuis 2015, il y a eu donc l'arrivée de la machine oxygène au CINES, qui maintenant est à 3,7 pétaflops actuellement. Donc c'est notre machine la plus performante en termes de pétaflops. La machine Curie du CEA, dont on va remplacer prochainement le dispositif pour mettre en place la machine Joliot-Curie. Donc je vous disais que le nom de code c'était Irène. Et premières installations fin 2017 et puis utilisation à partir de début 2018. Donc à peu près plus d'une cinquantaine de pourcents seront mises à la disposition de Price. Et également donc on a entamé la réflexion sur le plateau de Saclay donc à l'Idriss pour remplacer les machines actuelles et pouvoir aussi se doter d'un nouveau type de machine. Et l'appel d'offres va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Il sera parti. Ça veut dire que pour l'instant on est à 6,8 pétaflops au niveau national, mais ça veut dire aussi que si Irène s'installe dans sa première phase, on va rajouter à peu près 9 pétaflops, et si dans sa deuxième phase, on rajoutera à peu près une vingtaine de pétaflops, donc vous voyez très vite, on va remonter, et pendant ce temps, bien sûr, côté Idriss, on va définir assez rapidement quelle est la performance qu'on peut mettre en place. Bon, vous voyez une évolution à peu près tous les 10 mois. Un point important, tout ça, vous aurez une présentation tout à l'heure de la cellule de veille technologique qui va détailler un certain nombre d'actions. Tout ça se fait avec, disons, une politique d'architecture complémentaire, d'architecture diversifiée. Ça, c'est un point très important pour rester, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir. On sait aussi que de plus en plus, il y aura des adaptations à certains problèmes, que des programmes scientifiques nécessiteront des types de calculs toujours HPC, mais peut-être de type un peu différent, qu'il faudra mettre l'accent tantôt plus sur la mémoire, tantôt plus sur la vitesse de traitement, tantôt plus sur le parallélisme, tantôt il y aura des interactions au niveau programmation ou plutôt au niveau middleware. Voilà, tout ça va de plus en plus nécessiter d'avoir à disposition une palette d'outils un peu plus large. Alors quelques mots sur donc, la machine Joliot-Curie. Un système donc Atos Bull Sequana avec 9 pétaflops crête donc dans la première phase dont je vous ai dit qu'elle va commencer à s'installer là dans quelques semaines là au TGCC. C'est une technologie mixte à base de Skylake et de KNL de chez Intel. Un point très important pour cette machine, près de 400 Teraoctets de mémoire distribuée. Là aussi on tient compte de l'expérience qu'on a eue sur Price où la machine est très, très demandée. C'est le problème de l'équilibrage des machines, d'avoir une configuration. Non seulement il faut de la puissance de calcul, mais il faut de la capacité mémoire.
Mais aussi, une fois qu'on a fait tous ces calculs et qu'on a bien travaillé, il faut pouvoir s'en servir et le déverser rapidement et ne pas avoir de goulot d'étranglement. Et c'est donc aussi 5 pétas de scratch utile avec près de 300 gigas sous lustre pour transférer ces éléments-là. Voilà, donc on considère que c'est une configuration équilibrée qui rappelle la demande, notamment au niveau européen, qu'on avait connue sur Price. Je vous rappelle, la machine était la plus demandée. Donc puissance de calcul, capacité mémoire et capacité eau. Et ça, c'est une équation d'équilibre qui sera en permanence à doser pour le futur. Alors, quelques détails. Je ne vais pas entrer dans le commentaire complet, sinon j'exploserai, je pense, le temps, si ce n'est de calcul, mais de discours. Mais je voudrais attirer l'attention sur la première partie de configuration à base de Skylake, qui atteint donc 6,84 pétaflops crête. C'est surtout donc des processeurs qui sont 24 cœurs, donc mini-cœurs, 2,7 gigas. Donc là, on essaie d'utiliser toute la puissance de ces éléments-là, avec en fait un point important, c'est l'aspect énergétique. Vous voyez, c'est 205 watts, c'est-à-dire ce serait peut-être un peu plus que ce qui existe. Il y a d'autres versions où on pourrait essayer de diminuer à ce niveau-là. Mais là, on bénéficie d'un effet système. Là aussi, l'approche systémique est importante. C'est l'effet des systèmes de refroidissement de la cellule Sequana qui permettent de pouvoir de prendre un processeur a priori, je veux dire, un peu plus consommateur et un peu plus dissipatif, mais qui est suffisamment quand même refroidi dans le dispositif. Voilà, donc vous voyez, c'est toute la chaîne qui compte. Alors je ne la détaillerai pas, mais vous avez là donc le nombre de nœuds de cette partie-là, le nombre de lames de calcul, et tout ça résidant dans 6 cellules Sequana. Donc pour chacune, vous avez le détail. Si vous avez besoin d'éléments, on peut en reparler au moment du repas ou lors des pauses. Deuxième grande partie, là, une partie très importante, parce que là on préfigure là aussi le futur, c'est l'utilisation de la technologie KNL, pour laquelle on a donc une puissance crête là, de 2,1 pétaflops dans cette configuration-là, donc sur 3 cellules Sequana. Et là, le processeur qui est mis en place, c'est un processeur 68 cœurs, avec une fréquence, vous voyez, un peu plus basse, 1,4 gigas, et qui lui aussi consomme 215 watts, donc également, ça reste encore raisonnable, mais c'est sûr qu'après on ne peut pas trop monter non plus. Autre point, parce que c'est bien d'avoir une machine puissante qui calcule, mais une demande maintenant récurrente de toutes les communautés, c'est de pouvoir faire de la visualisation à distance, pour pouvoir rapidement faire des quick loops, pour pouvoir intervenir, reprocesser différemment et analyser plus rapidement. Donc là, j'attirerai l'attention qu'il y a 20 nœuds de visualisation, avec notamment, en s'appuyant sur la particularité des accélérateurs GPU de chez NVIDIA, qui sont vraiment donc encore en mode Pascal pour l'instant. Plus tard, on sait que Volta va apparaître, mais qui permettent d'avoir une action très rapide au niveau de ces visualisations. Et puis aussi, grosse particularité de cette machine, 5 nœuds à très grande mémoire pour quelque chose qui maintenant devient de plus en plus important, le pré- et le post-traitement au niveau de chaque nœud. Là encore, avec un usage particulier, on attire l'attention sur les 3 Tera de mémoire distribuée, qui, vous voyez que c'est quelque chose de très très important en DDR4. Et aussi, là également, l'utilisation de disques, de drive, donc à 1600 gigaoctets pour pouvoir transférer ces éléments-là. Donc c'est des SSD importants avec des systèmes NVMe. Donc là aussi, on reste en pointe. Tout ceci vous permet après d'utiliser tout ce que vous avez calculé de la façon la plus fiable et la plus rapide possible. Plus les nœuds de login qui sont également en mode KNL. Un réseau d'interconnexion mixte. Donc dans la partition Skylake, elle est en InfiniBand DDR. La partition KNL sera avec le nouveau réseau Bull BXI qui était aussi en cours de développement, puisque là aussi l'intérêt des infrastructures de recherche, c'est de pouvoir mener des co-développements en même temps que la mise en place de projets, et c'est un handshake entre, je dirais, le monde technologique de la R&D et puis le monde des usagers. En permanence, chacun bénéficie de l'avancée de l'autre. Ça peut amener des contraintes parfois, mais au bout, c'est ce qui fait qu'on reste en pointe dans un secteur. Un stockage Scratch donc à base d'un cluster Seagate avec 5 pétaoctets utiles, 300 gigas par seconde de bande passante, ça c'est important. Et donc là, on a un débit global qui est à peu près 2 fois plus que Curie par rapport à ce que vous avez connu dans le passé. Un environnement logiciel, donc c'est la stack Bull SC5, gestionnaire Slurm, là aussi avec une bibliothèque MPI et puis support OpenMP. Donc là, on couvre l'ensemble des champs qui sont nécessaires pour un certain
certain nombre d'applications. Et tout ça donne une intégration physique avec un élément intéressant, une consommation électrique totale, vous voyez, de 1,1 MW. C'est-à-dire que là, on a diminué de près de 40% la consommation par rapport à Curie. Là encore, je dirais, pari tenu, et puis pari important pour notre crédibilité européenne, à un moment où on prétend effectivement essayer de conseiller l'Europe sur un certain nombre d'usages de futurs calculateurs pour vaincre la fameuse barrière énergétique qui explosera sinon au moment de l'exascale. Bon, tout ça, si vous avez bien compté, ça fait 9 cellules, une dizaine de racks, 60 mètres carrés, on miniaturise de plus en plus, on compresse, on rassemble, mais ça pèse, voilà, ça fait quand même 52 tonnes. Un beau bébé, comme disent certains à Gency. Voilà, alors, quand on a fait ça, on est très heureux, je suppose, sur un plan national, enfin, bon, dans ce qui m'en remonte, en tous les cas, des communautés qui attendent avec impatience cette machine, mais pour nous, c'est aussi un des fers de lance qu'on va mettre à disposition de Price, vous savez, dans notre engagement dans la stratégie européenne de cette infrastructure de recherche. Sauf que Price bouge encore, et Price lui-même, maintenant, est en train de participer à la mise en place de la stratégie européenne, dont je voudrais vous dire quelques mots ici. C'est la fameuse European Cloud Initiative, dans laquelle on met en place une infrastructure de recherche, alors là, au sens strict, qui s'appelle EDI, European Data Infrastructure, qui rassemble le calcul, les data centers de différents types, thématiques, généralistes ou autres, si on n'a pas encore fait tout le tour, et puis bien sûr un réseau particulièrement performant. Quand vous mettez ces trois éléments ensemble, vous créez donc une infrastructure de recherche à laquelle vous pouvez faire appel ensuite pour avoir des actions plus larges vers le monde citoyen, vers le monde industriel, toujours pour des aspects recherche, ou pour le monde, y compris de l'action de décision publique, qui peut avoir à traiter des données ou vouloir accéder rapidement à des données pour l'urgent computing, par exemple. C'est ce qu'on appelle le European Open Science Cloud, qu'on pourrait voir comme un super portail d'accès pour l'ensemble des gens, hein, un single point shop dans lequel vous pouvez aller directement chercher des données, accéder aux dernières machines, accéder à des stockages ou vous faire conseiller, éventuellement aussi avoir de l'enseignement, de la formation. Voilà, ça c'est le Open Science Cloud qui fait appel à ces machines-là. Un petit détail, mais qui n'est pas des moindres, EDI a aussi en tête, bien évidemment, non seulement de préparer le moyen terme, c'est-à-dire l'exascale, on va y revenir là pour les années 20, 21, 22, 23, on va revenir sur ce scénario, mais également de penser aussi à la suite. Vous avez entendu parler que dans le secteur, disons, des technologies quantiques, il y a des choses prometteuses. On va suivre aussi, dans le cadre d'EDI, ces évolutions-là. C'est un point à garder en mémoire. Alors, je fais un zoom sur la partie HPC de ce que je viens de vous présenter et j'éclate un petit peu plus le dispositif du HPC, dans lequel vous avez Price. Bon, ça, je pense que je ne dois pas revenir sur ce sujet-là. Vous connaissez bien cette structure pan-européenne qui s'est renforcée, qui est passée maintenant avec un 5e hosting member, ce que sont les Suisses. La plateforme concernant les technologies et les centres d'excellence. Là, vous avez le triptyque qu'on pousse au niveau européen, c'est-à-dire les infras pour pouvoir tester, développer, offrir des heures. Ça, c'est la vocation principale, bien sûr, d'offrir des heures de calcul au monde scientifique. Les technos qui vont de pair, qui se développent en parallèle, mais en tenant compte du besoin utilisateur. Et ce qui a été dit à plusieurs reprises déjà ce matin, la partie logicielle, la partie programmation, tout le software au sens large, le plus large du terme, qui va être plus ou moins ciblé, plus ou moins applicatif, plus ou moins thématique, et que vous trouvez dans les centres d'excellence. Ceci ne marchera bien évidemment que quand on voit les machines là, qui étaient présentées là, au niveau du top 500, ça ne marchera que si on a des machines puissantes qui répondent aux besoins et pour ça si on a un investissement puissant. Donc là on vient bien sûr sur des choses un petit peu plus triviales qui sont les financements de ces opérations-là. Et là il y a une opération qui a été lancée, un projet, qui est le EuroHPC, qui est une initiative pour permettre d'accéder donc à une infrastructure qui testera des supercomputers qui auront été développés avec de nouvelles technologies, dont une plutôt européenne, c'est ce qui va être poussé par l'Europe, qui a compris que c'était un secteur qu'il fallait protéger, qui était stratégique et régalien, et sur lequel on fera un certain nombre d'essais. Ce projet, voilà, c'est EuroHPC. Si vous en entendez parler, il faut le voir comme tel. C'est une opération commando sur quelques années de l'Europe et des member states, parce que c'est ensemble, il va y avoir un co-funding, et pour lequel on veut essayer de développer deux machines en pré-exascale
à peu près pour les années 21, on va dire 20-21, et puis suivi de 2 machines à l'échelle exascale vers les années 23. Il y a encore un flou qui est volontaire au niveau d'ailleurs de cette définition de machine dite exascale pour l'instant, puisqu'avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la performance, il y a la mémoire distribuée, il y a les accès, il y a le réseau, il y a beaucoup de choses à réfléchir pour voir comment seront ces machines, est-ce qu'elles seront dédiées, moins dédiées, est-ce qu'elles peuvent être plus générales. Là, il y a des choses qui sont en discussion. Alors, pour ça, on s'appuie aussi sur maintenant une directive européenne qui est la Four Pillars Approach. Alors, ça, c'est aussi récupéré ça de la Commission, qui bâtit maintenant tout l'écosystème HPC autour donc, des infras. Et on espère bien que Prace, dans le cadre IDEA, sera présent. Et GENSI est particulièrement présent dans toutes ces discussions. On est dans les discussions pour orienter Prace 2. On est dans les discussions en Sherpa, du Sherpa ministériel dans le cadre de EuroHPC. Et on est présent dans les discussions de la création d'IDI. Un point important, c'est tout ce qui est application et compétences. Donc ça, c'est vraiment le point important aussi à développer. Là, il y a beaucoup de place. C'est-à-dire qu'il y a de quoi pouvoir faire des consortia multi-partenaires avec chacun des composantes et chacun, je dirais, sa marotte favorite à développer. Et enfin, il y a un aspect innovation aussi qui va être très important, mais ça, j'en ai parlé quand on parlait techno. Et tout l'aspect opération aussi. C'est-à-dire que là, on compte bien qu'il y ait l'investissement majeur parce que, vous le savez tous, sans support, après au moment des opérations, sans maintenance, sans entretien, vous avez votre machine, c'est inutilisable. Et ça, c'est quelque chose aussi où la Commission a compris qu'il fallait aussi mettre de l'argent sur ces points-là. Donc la France, je vais vous le dire, on participe à travers donc GENSI, dont c'est une des missions dans tous les boards actuels qui sont en train de définir cette politique européenne, donc sur ces 3 piliers. Dans Prace, on essaie de toujours développer Prace au maximum pour donner le meilleur. On mettra à disposition la machine IREN à 55% à peu près. EDI, c'est là on espère bien être dans le board fondateur et on discute avec Géant, qui sera l'autre support fondamental d'EDI. Et EuroHPC, on participe avec notamment en collaboration avec l'équipe CEA à la définition de pas mal de points techniques qui seront aussi à développer dans ce cadre-là. Donc, stratégie européenne, l'état des lieux sur Prace, là je vais accélérer. On est à pratiquement 70 pétaflops en 2017, avec déjà les classiques hosting members français, espagnols, italiens et allemands qui étaient déjà en place, avec les 3 centres allemands. Et c'est rajouté donc la Suisse, avec la machine Peacedane, donc vous savez qu'elle est 3e mondiale, qui nous a donc rejoint et qui fait donc désormais partie du club Prace. Comme ça va très vite, on est déjà en train de réfléchir à Prace Plus, et vous voyez bien pourquoi, c'est qu'il faut entrer dans le cadre IDI. Et Prace, ce sera un des piliers pour avoir une notion de service étendu. Nouveau service de type HPC, on est en train de recueillir un certain nombre d'idées bien sûr pour l'aspect science, l'aspect recherche. Un certain nombre de nouveaux services de data, avec des réflexions en liaison notamment avec les équipes de DAT et DJI. Un certain nombre de services de type recherche, de type aide, de type support vers le monde industriel. Plus tard, l'Europe pensera peut-être dans un cadre à des aspects plus commerciaux, mais ça sera plus je pense, dans le cadre EOSC. Et bien évidemment, on intensifie la relation maintenant avec Géant pour optimiser notamment l'urgent computing ou le HPDA, voire l'IA dans certains sujets, puisqu'il faut arriver à transférer, en attendant peut-être que des centres se rapprochent plus tard d'un point de vue géographique. Donc Prace, je vous l'ai dit, depuis le mois de mars, on est entré dans une deuxième phase qu'on a signée donc à 25 pays. On a ouvert notre machine donc Curie actuellement et puis qui sera remplacée ensuite par Irene dans la deuxième phase. Il y a déjà eu 2 calls sur Prace, le call 14 et le call 15. Alors j'attire l'attention sur les chiffres, la 12 projets français qui avaient été sélectionnés sur le call 14, on est très heureux. Attention, call 15, 5 projets, c'est peut-être conjoncturel, c'est peut-être passager, mais soyez toujours vigilants parce que là la concurrence va devenir de plus en plus rude, l'exigence est de plus en plus rude, et avec l'arrivée de partenaires comme les Suisses qui arrivent avec des machines à très haute performance, là encore l'excellence va encore monter d'un ton, mais ça veut dire que la sélectivité risque aussi de monter d'un ton. Donc ne nous relâchons pas et continuez à faire la publicité pour postuler à ces calls. Et je vous fais la pub du dernier, le call 16, qui va ouvrir le 26 septembre au 21 novembre. Sachant que, comme je l'ai dit, Curie démarrait à partir de juillet 2018.
Voilà, alors si vous vous posez encore des questions de pourquoi investir dans le HPC, bon ça l'État nous a rappelé qu'ils avaient entendu, peut-être parce que je leur avais passé un même genre de slide il y a quelques mois, ils nous ont entendu et là je les remercie encore puisqu'ils rajoutent près de 9 millions d'euros ou 30 millions d'euros de GENSI dans son budget. On est en train de discuter dans le cadre Euro-HPC de possibilités dans le cadre PIA 3, hein, donc le directeur général de la recherche a annoncé un package d'à peu près 80 millions d'euros aussi au niveau français, ça c'est des contributions qui sont non négligeables. Bon, donc c'est important, par les temps qui courent, vous doutez qu'arracher ça, ça a déjà été une haute lutte, et là je crois qu'il faut qu'on la chaîne entre opérateurs de recherche, associés et puis et ministères est importante à maintenir, et on travaille ensemble maintenant au niveau européen pour obtenir de l'Europe des compléments. Voilà, alors donc Irène Joliot-Curie et Einstein qui avaient discuté auraient été de très bons représentants pour faire la chaîne et vous montrer cet aller-retour permanent entre la fameuse Breakthrough Science et les Societal Challenges, puisque l'un comme l'autre, comme vous le savez, ont participé beaucoup dans la société, que ce soit des niveaux politiques, bien évidemment au niveau scientifique d'abord, mais également en s'engageant aussi pour ce lien permanent. Voilà, donc quoi de plus naturel que d'appeler la machine Joliot-Curie, Irène Joliot-Curie plus particulièrement. Et Irene pour nos amis anglo-saxons quand ils vont se connecter. À bientôt. Merci. On a le temps pour une ou deux questions. Écoute, moi j'étais très inquiète pour les investissements en HPC en France ces derniers mois, et je dois dire que l'exposé de ce matin, plus le tien, me rassure. Est-ce que j'ai raison? J'aime pas les questions fermées. Voilà. Alors, je pense que oui, il faut se rassurer tout à fait parce que, je dirais, le signal a été entendu. On était dans une période qui commençait à rappeler aux plus anciens d'entre vous les années 2007, hein, dans lequel c'est là où on avait fondé GENSI. Oui, il y avait danger. Oui, il y avait un risque de dérapage qui commençait à s'amorcer. Donc, je dirais, première chose, on a sensibilisé, c'est bien. C'est un peu comme les vaccinations. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est-à-dire que là, on a sensibilisé, on va mettre en place, mais il ne faut pas se relâcher. Et surtout, comme je l'ai dit lors de la soirée de GENSI, les ambassadeurs du calcul, c'est vous. Et là, on a vraiment besoin absolument de tout le monde scientifique pour montrer que vous avez besoin de ces machines. Et que ces machines, une fois qu'elles sont utilisées dans des applications donc scientifiques, c'est pour ça que je laisse cette dernière slide là sous les yeux, vous pouvez prendre n'importe lequel de ces sujets qui sont à chaque fois parmi les plus fondamentaux en approche, ils vont déboucher d'une manière ou d'une autre, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, sur un impact sociétal certain. Et dans certains cas, vous avez tout de suite des applications. Donc, je dirais là encore, nos gouvernements qui sont bien sûr à l'affût d'un retour et d'un bénéfice plus immédiat peuvent être satisfaits. Donc, il faut montrer que le calcul est utile. Le problème, vous le savez, c'est que c'est à la fois la noblesse du mot outil et puis et également de notre côté, quelquefois par contre aspect péjoratif. C'est un outil fantastique, fabuleux, je crois qu'on n'arrête pas de le dire, mais ça reste bien sûr un outil. La science, c'est ce qui est au bout, hein, ce qui est fait avec ça. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. À chaque fois, menez le combat et menez-le de manière collégiale, c'est-à-dire pas chaque science tentant de sauver son morceau du gâteau, mais tous ensemble, là vous gagnerez. Et on se fera entendre. Très bien. Merci Philippe.